Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier rendez-vous de 2020. Un rendez-vous consacré à un triste anniversaire. Et oui, le 7 janvier 2015, Charlie Hebdo, les attentats de Charlie Hebdo secouaient l'Europe et le monde. 5 ans après, sommes-nous toujours Charlie? Et quelle est la place de la liberté d'expression? C'est ce que nous allons voir avec notre plateau d'experts. Voilà, bienvenue à nos invités aujourd'hui que je suis ravie d'accueillir. Cécile Bertrand. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes cartooniste, vous avez plus de 25 ans de carrière, vous avez collaboré à de nombreux journaux et parfois avec quelques petits grincements de dents, nous allons le voir. Vous êtes vraiment, vous, dans un paysage de l'édition belge que vous connaissez très bien. À vos côtés, nous sommes ravis d'accueillir Pierre-Arnaud Perouty. Bonjour Pierre-Arnaud. Bonjour. Vous êtes directeur de la Ligue des droits humains, spécialiste de ces questions de liberté d'expression. Vous êtes aussi l'auteur d'un essai paru en 2017 aux éditions Liberté, j'écris ton nom, libre de dire là où commence la censure. Et alors, à ma gauche, Jean-Benoît Hugeux. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour. Vous êtes comédien belge. Vous avez notamment joué dans la pièce Golgotha Picnic de Rodrigo Garcia, qui a fait scandale, car jugé blasphématoire par les catholiques intégristes. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Et Étienne Van den Doren. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes éditeur et fondateur du journal satirique Même pas peur, né au lendemain des attentats de Charlie. Je vais commencer avec vous. Pierre-Arnaud Perouty, vous êtes un peu notre expert aujourd'hui sur ce plateau de la liberté d'expression. Alors, sommes-nous encore Charlie 5 ans après? Et quelle est la place de la liberté d'expression, avec un peu de recul? Alors oui, certainement, on est encore Charlie 5 ans après. Les questions que posait cet attentat sont toujours là, elles ont pas changé, elles existaient déjà, elles existent toujours. Donc il est toujours important aujourd'hui de défendre la liberté d'expression, pour écrire, la liberté artistique aussi, que ce soit pour dessiner, pour caricaturer, pour se produire dans une pièce de théâtre ou pour un film. Et donc effectivement, il y a toujours cette tentation de religion intégriste d'interdire certains contenus, mais pas seulement les religions. D'ailleurs, il y a d'autres tentations de faire pression sur la liberté d'expression. Ça peut être des sociétés privées ou des grandes sociétés qui contrôlent les réseaux sociaux. Donc voilà, la liberté d'expression reste un sujet important à une époque où tout le monde s'exprime tout le temps avec son téléphone, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a quand même besoin de défendre des espaces, parce que sinon, très rapidement, ces espaces peuvent se restreindre sans qu'on y prenne garde. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme dit que la liberté d'expression inclut une dose de provocation. Que dire de cela? Oui, c'est ça. La noblesse de la liberté d'expression, c'est pas seulement de protéger ce avec quoi tout le monde est d'accord, quoi. C'est justement quand on entre dans le vif du sujet et les choses qui heurtent. Donc l'expression consacrée de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que la liberté d'expression vaut aussi pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. C'est bien pour ça qu'elle est nécessaire. Si on est tous d'accord, il n'y a pas besoin de liberté d'expression. C'est à partir du moment où on est choqué, heurté, qu'on a besoin d'être défendu. Et c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de droit finalement à ne pas être offensé, et qu'on peut tous être offensés par des choses différentes. On peut être offensé par une publicité sexiste, on peut être offensé par un commentaire stupide, on n'arrête pas d'être offensé, mais si on devait s'arrêter, ou les gens devaient s'arrêter à la somme des offenses des personnes qui composent la société, on ne pourrait plus rien dire, dessiner, écrire, jouer, filmer. Alors, dans le dernier numéro de Charlie, ce numéro anniversaire, son directeur de rédaction, Rhys, pointe les associations tyranniques, les minorités nombrilistes et les influenceurs des réseaux sociaux. Toute cette imposition, en fait, on ne peut plus dire tout ce qu'on veut. C'est un peu ce qu'on entend actuellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, pas vraiment. C'est l'idée du politiquement correct et qu'on ne peut plus dire ce qu'on veut. Ça a toujours existé, et forcément, par définition, un journal satirique qui provoque, c'est dans son ADN, il doit bien s'attendre à susciter des réactions. Donc je ne pense pas que Rhys est étonné des réactions qu'il suscite. Et je pense même qu'il est amusé et intéressé. Et c'est l'objectif même de ce journal que de le faire. Donc ce n'est pas un problème. Après, effectivement, il faut rester dans une certaine mesure, et des appels à la haine, des citations à la violence. Voilà, il y a quand même des limites à la liberté d'expression dans lesquelles on ne peut pas rentrer. Mais quand on y va à fond, il faut s'attendre en retour à s'en prendre aussi. Ça fait partie du jeu, quoi. Mais les réseaux sociaux enflamment un peu quand même ces débats et empêchent une certaine liberté d'expression, ou ouvrent la voie? On l'a vu avec le mouvement MeToo, ça ouvre quand même la voie à des femmes. Un peu les deux. Ce qui est particulier avec les réseaux, c'est d'abord la facilité avec laquelle on peut poster des choses tout le temps, à n'importe quelle heure du jour et la nuit. Et l'autre point essentiel qu'il faut comprendre avec les réseaux, c'est que l'humour en particulier, ou même n'importe quel contenu de liberté d'expression, est très dépendant du contexte. Et donc si on sort des choses de leur contexte, si on poste quelque chose au Danemark, une caricature de Mohamed, et que ça se retrouve sur des téléphones en Iran ou au Bangladesh, évidemment,
évidemment, les gens n'ont aucune idée du contexte dans lequel ça a été produit. Et donc, si on abolit cette question de contexte, ça peut être réellement et sincèrement heurtant et choquant pour des gens. Mais il n'empêche que les gens qui l'ont fait ont le droit de le faire au départ. Donc voilà, ça complexifie les choses, ça met tout le monde sur un même pied. Et en même temps, les réseaux sociaux, on pourra peut-être y revenir, jouent aussi un rôle de censeur à certains moments en dégageant des contenus qu'ils estiment, avec leur propre logique et leurs propres règles, contraires à des chartes internes, qui ne sont jamais que les chartes de sociétés privées, même si elles sont dominantes aujourd'hui. Ou les journaux s'autocensurent de peur du buzz sur les réseaux sociaux, du bad buzz, comme on le dit. Oui, c'est un autre risque, effectivement, l'autocensure, mais ça vaut aussi pour les dessinateurs, ça vaut pour les caricaturistes, ça vaut pour les comédiens, ça vaut pour tout le monde. Donc il y a aussi, effectivement, cette attention à garder, à faire en sorte de ne pas s'autocensurer. Oui. Étienne Van Den Doren, vous êtes responsable des éditions du Basson, comédien, éducateur, infographiste, chroniqueur. Vous êtes plus d'une corde à votre arc, c'est énorme. En 2015, vous décidez, au lendemain des attentats, d'éditer une revue satirique qui s'appelle Même pas peur. Pourquoi ? Et est-ce que ça devait être juste un numéro 2 en réaction ou est-ce que vous aviez dans l'idée de recréer quelque chose en Belgique ? Non, au départ, c'était une réaction à ce qui s'était passé, l'attentat à Charlie Hebdo. Après, il se fait qu'on nous a dit hein, c'est un nouveau journal, donc on l'a fait sans beaucoup de moyens. Mais évidemment, c'est la réaction, comme tout le monde, être choqué et dire mais il faut réagir dans le sens allons vers quelque chose de positif. Donc, créer un journal satirique en Belgique, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, on n'est pas tellement sur la satire en Belgique par rapport à la France, on s'est dit pourquoi pas, ça peut être une possibilité d'aller plus loin. Et quand j'entendais ce que Pierre-Antoine disait... Pierre Arnaud, mais c'est pas grave, c'est joli aussi, Pierre-Antoine. Ça devait arriver. Désolé, Pierre-Arnaud. Le fait de provoquer, de choquer, c'est autorisé et tout. Et je pense que c'est quelque chose de très positif, normalement. Et moi, quelque part, j'aime bien être choqué par des choses parce que ça me fait réfléchir. Donc, je me dis, tiens, ça me choque, pourquoi ? La personne a le droit d'avoir un autre avis que moi ou d'aimer autre chose. Et donc, ça me crée un débat intérieur. Je fais des débats intérieurs. Mais en même temps, voilà, intérieur, mais ça peut être un débat justement entre personnes. Et c'est ça qui est intéressant dans la provocation, dans le fait de choquer, d'être satirique, c'est que ça permet un débat. Le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux et tout, on n'est pas souvent dans des débats. On est souvent, on voit quelque chose avec lequel on est d'accord. Ouais. Et donc on est plutôt dans des avis. On donne son avis. On donne son avis. On va dans le sens de oui, je suis d'accord avec lui. Ou bien on attaque quelqu'un qui donne son avis. Et dit, non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est tout noir ou tout blanc. Il y a pas beaucoup de débats dans les réseaux sociaux. Vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de nuances? Pas de nuances et pas de débat, parce que chacun met son petit avis. Et puis un débat, c'est compliqué, chacun donne sa petite phrase. La revue a vécu combien de temps? 4 ans. 4 ans. Elle est morte depuis 1 an et demi. De sa belle mort financière, j'imagine. Belle mort, non, parce qu'on aurait bien voulu continuer, mais financièrement, c'était compliqué. Ouais. Est-ce que vous avez osé tout dire en ces 4 années? Est-ce que vous rediriez les mêmes choses? Est-ce qu'on ose encore la satire, la caricature, par exemple? Oui, on a osé tout dire. Ce qu'on avait envie de dire ou ce pourquoi on avait les moyens de faire quelque chose. On ne s'est jamais censuré, on n'a pas censuré de dessinateurs, on n'a peut-être pas pris des dessins parce qu'on les trouvait pas bons ou des textes parce qu'on les trouvait pas bons, mais pas par déontologie ou peut-être par déontologie, mais pas par peur de quelque chose. Et donc, en ça, on était complètement libre parce qu'on n'avait pas de financement d'aucun groupe. Vous pensez que c'est ça aussi, la liberté d'expression, c'est de ne pas dépendre d'un groupe? Bien sûr, on pouvait faire ce qu'on voulait. Évidemment, entre nous, on discutait, oui, c'est mieux ceci ou cela, mais on était libre à ce niveau-là. Et il faut dire que très souvent, on nous disait, mais vous n'avez pas peur? Ça s'appelle Même pas peur. Effectivement, Même pas peur, c'est dire il faut passer au-dessus de la peur, mais quand on dit même pas peur aussi, c'est qu'il y a des peurs qui sont là et il faut les dépasser, parce que quand tout le monde est sorti dans la rue pour dire on défend la liberté d'expression, la réponse une semaine après des dirigeants, c'était on va faire des lois liberticides. Il y a un décalage. Et c'est là qu'on voulait porter autre chose comme petite parole. Et vous pensez qu'aujourd'hui, les journaux ont peur, ont plus peur, moins peur en 5 ans? Comment est-ce que ça a évolué?
Mais je ne sais pas si c'est une question de peur. Oui, les journaux ont peur de perdre des lecteurs, ont peur de perdre des annonceurs. C'est des gros groupes financiers, donc c'est géré pas pour donner de l'information, pas pour faire réfléchir, c'est géré pour faire vivre quelque chose de commercial, une industrie. Et donc, bien sûr, il y a énormément de censure, d'autocensure. On en parlait avec Cécile, c'est les journaux. D'ailleurs, vous avez fait travailler Cécile. Enfin, elle a dessiné pour vous. On a fait travailler dans le même rappeur. Ouais. J'étais consentante. Est-ce que vous avez censuré Cécile? Est-ce qu'il vous serait venu à l'idée de censurer un dessin de Cécile? Non, il y en a peut-être qu'on n'a pas pris parce qu'on se disait bon, il est moins bon. À notre avis, hein, évidemment, d'une personne à l'autre, tout ça est subjectif. Et parfois une question de place aussi. Hein. Aussi, oui, il fallait gérer la place. Voilà. Mais pas du tout une question de où on va choquer ou quoi. Non, puisqu'on n'était pas là pour choquer, mais pour présenter des avis, des idées, des pensées qui pouvaient faire réfléchir et faire bouger les choses. Donc, non, censurer, non. Cécile Bertrand, est-ce que vous avez déjà été censurée? Vous êtes une des rares cartoonistes, dessinatrices femmes dans ce monde très masculin, très macho. Vous avez été éditorialiste, vous avez travaillé donc pour les Belgiques, le Vif, l'Express et bien d'autres supports. Est-ce que vous avez déjà été censurée, vous? Comment vous avez vécu votre métier en ces 25 dernières années? Oui, pour répondre à la première question, oui, j'ai été censurée. Je ne sais pas si vous allez montrer le Si, le on dessin, peut demander en régie d'envoyer lequel. Le plus frappant pour moi, c'est celui sur l'église et le calice. Avec Voilà, le calice, c'est voilà. celui-là. Expliquez-nous ce dessin. Je pense qu'il date de 2010 et c'était l'affaire Van Gelube, l'évêque de Gand, si mes souvenirs sont bons. Et j'ai proposé ce dessin-là. Et moi, je le trouvais très, très soft. Oui, un petit enfant qui essaie d'attraper un bonbon dans un calice. Mais visiblement remplacer les hosties par des bonbons, là, ça n'a pas passé. Et effectivement, j'ai dû retravailler, mais en 2 heures de temps, on m'a demandé de passer sur un autre sujet. Donc ce dessin-là n'a pas été choisi. Il n'a même pas été un peu transformé, il a carrément été refusé. Oui, mais je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps à faire la petite dentelle en dessous du calice et je la trouvais très mauvaise de devoir repartir sur un autre dessin. Surtout, je pense que mes petits camarades dans les autres journaux auront travaillé sur ce fait d'actualité qui était vraiment un gros boom à ce moment-là. C'était pour quel journal, pour ne pas le citer? C'était dans La Libre. Dans La Libre. Mais donc voilà, eux allaient avoir un dessin correspondant à l'actualité et moi je devais plancher sur un autre. Donc ça me déforçait, moi aussi. Donc là, c'est un moment que j'ai vraiment très mal ressenti. Et dernièrement également, avec un autre dessin, oui. qui celui-là a été édité, mais avec une petite note d'auteur, on va dire, ou note de rédaction. Oui. Oui, ce dessin-là. Mais c'est aussi pour une revue catholique ou chrétienne, je ne sais pas comment je peux la nommer, puisque La Libre a quand même une connotation aussi catholique. Et ce dessin-là, pour peut-être l'expliquer, je devais illustrer un texte sur un monastère qui avait décidé d'être mixte. Et donc, moi, évidemment, j'ai tout de suite plongé dessus et je me suis dit, ah ben oui, on va les faire se croiser, les moines et les moinettes. Et voilà, donc qui font écho dans la montagne. Et voilà, ça se passe en Italie. Et oui, il y a oui qui est répercuté dans les montagnes. Il faut dire aussi que dans le texte, on expliquait que plusieurs communautés s'étaient installées au même endroit, dans le même coin, et elles avaient mal tourné. Donc, effectivement, mettre des moines et des moinettes, c'est pas toujours... C'était risqué. C'est un peu risqué. Bon, tant mieux pour eux. Hein. Pour moi, tant mieux pour eux. Ça mettait de la vie dans la montagne. Voilà. Et ce dessin, d'abord, il a été refusé.
Et moi, j'ai dit j'arrête. Moi, la censure, j'en ai marre, j'arrête. Vous avez dû menacer de cesser votre Ce n'était pas une menace, c'était une affirmation. Oui, j'arrêtais. Et donc, 3 jours après, je reçois un message où le rédacteur en chef me dit ben voilà, on va le prendre, mais je vais écrire un édito qui parlera de la liberté d'expression des artistes et tout. Il faut dire, enfin, je trouve que ce journal qui s'appelle L'Appel a un sacré courage, parce que depuis 2 ans que je travaille avec eux, ils ont des courriers de lecteurs souvent contre moi, contre mes dessins. Donc ils prennent le risque tout de même de bousculer leur lectorat. Et ils ont décidé de continuer à le prendre. Donc pour moi, chapeau. Ça me fait plaisir de me dire, ok, peut-être c'est dommage que je doive dire j'arrête, pour que peut-être ils en parlent en interne. Mais voilà, ça s'est bien passé. Est-ce que le dessin de presse, la caricature a de l'avenir, ou est-ce que c'est de plus en plus compliqué avec les pressions financières, avec les réseaux sociaux, avec le tout à l'image chez les jeunes, avec ce boom cet été 2019 où le New York Times a déclaré ne plus laisser de place et ne plus vouloir faire de caricature dans ses pages? C'est quand même difficile. Oui, moi je pense qu'il y a un réel danger, et je ne suis pas la seule cartooniste à dire ça. Les journaux deviennent terriblement frileux. Comme on l'a déjà dit, il y a une perte d'argent. Il y a les réseaux sociaux qui poussent. Et donc, un journal décide, le New York Times décide de retirer tous ses dessins. C'est une mauvaise image, en tout cas, je vais trouver le mot, c'est un mauvais signe, voilà, de la part d'un journal comme le New York Times de cesser tous ces dessins. Qu'est-ce que ça donne à comprendre? C'est assez incompréhensible, là, honnêtement. Après, je ne connais pas les raisons qui ont fait qu'ils ont décidé d'arrêter, mais ça donne l'impression qu'ils se couchent, en tout cas, parce que le dessin pour lequel ils ont été... Bon, on peut critiquer ce dessin, mais donc de mémoire, c'était Trump ou Netanyahou qui tenait Trump, ou l'inverse. Netanyahou qui était un caricaturé en chien. Un dessin d'Antonio Antunes, en portugais. Oui, alors si la caricature doit verser dans le bon goût, on arrête tout de suite la caricature, quoi. Donc, effectivement, ce dessin peut être mal ressenti par certaines personnes, et pourquoi pas s'excuser après si c'est le cas, mais de là à arrêter le dessin de presse... Je peux peut-être rajouter quelque chose là-dessus, c'est que ce dessin a apparu déjà avant au Portugal, hein, je crois que c'est l'Expresso, et il est repris dans des bases de données aux États-Unis. Donc c'est le New York Times qui a choisi ce dessin. Ce n'est pas Antonio qui a fait un dessin pour le New York Times. Il a été choisi lui-même par le New York Times, donc qui s'assume, mais qui ne vire pas Chapat, parce que Chapat, il n'avait rien à voir avec ce dessin. Donc c'est un des dessinateurs du Ça, c'est de l'autocensure pure et dure. Pour ne pas déplaire au lectorat, ou en tout cas au groupe de pression financière qui... Oui. Puisqu'il l'avait choisi, c'est qu'il y a eu des pressions derrière. Oui. Donc il se couche devant cette censure-là. Jean-Benoît Hugeux, vous avez bien connu la censure, la destruction d'œuvres d'art, on va même dire. Vous pouvez témoigner véritablement que le religieusement correct revient en force. Parlez-nous de cette pièce Pique-Nique, Golgotha Pique-Nique, en 2011, lors de la première à Paris. 250 manifestants devant le théâtre pour dénoncer cette pièce qui, visiblement, n'était tout de même pas un blasphème total. Racontez-nous. Non, en fait, ça s'inscrivait dans une première grande opération qui avait été faite sur le spectacle de Castellucci, qui s'appelait Réflexion sur le visage de Dieu, je crois, quelque chose comme ça, où c'était... Moi, je n'avais pas vu le spectacle, mais qui se jouait au théâtre de la ville, où c'était quelqu'un qui s'occupait de son père malade et qui, à la fin, prenait les déjections de son père et les jetait sur un grand Christ, le Christ de Mantegna, ou je ne sais plus très bien... Et donc, Civitas, en tête de ligne, vraiment les ultra-extrémistes qui avancent à visage découvert, avaient critiqué la pièce, elle l'avait attaquée, et ça avait été jusqu'à des gens qui montaient sur scène, qui avaient empêché le spectacle de se faire.
Et donc, grande comment dire, réflexion laïque en disant non, mais on a le droit de dire ce qu'on veut. Et comme ils avaient dit qu'ils allaient attaquer le spectacle de Garcia, il y a eu un énorme attirail policier qui s'est déployé. À la première, il y avait X manifestants, mais il y avait surtout 300 CRS devant le théâtre avec des chiens, avec des portiques de sécurité. Et en fait, ça a complètement politisé un spectacle qui n'était pas spécialement, parce que c'était un spectacle de Garcia parmi d'autres, mais il avait été décidé, déjà quand on l'avait créé à Madrid, à l'époque déjà, l'ultra-droite madrilène avait déjà décidé de se porter contre. Mais ce qui était assez intéressant, c'était de remarquer qu'en fait, toutes les personnes qui attaquaient le spectacle ne l'avaient pas vu. Ils disaient, on n'a pas besoin de voir pour savoir ce qu'on en pense, on sait très bien que... Et il avait jugé avant. Il avait jugé avant, il y avait eu des espèces de fuites de bouts de texte, mais en fait, le spectacle questionnait beaucoup plus l'héritage iconographique de tous les paysages de la Renaissance et de toute la peur qui avait pu être engendrée par ce Christ sanguinolent, tout blanc sur sa croix, et qui, nous-mêmes, étant enfants, quand on rentrait dans les églises, Dieu sait si ça faisait peur. Mais c'était finalement pas du tout ça qui était critiqué, c'était certains mots, certains trucs qui avaient pu fuiter. Et il y a eu, en effet, devant le théâtre, un affrontement, mais qui était complètement idéologique, avec les gens qui étaient les libres penseurs, qui disaient qu'on avait le droit de penser ce qu'on veut, et les gens qui disaient, voilà, nous ne supportons pas ça. Mais c'était peu de temps avant les élections, donc je pense qu'en fait, chacun est venu un petit peu vendre sa camelote idéologique, je pense. Voilà, il y a eu assez peu, à mon grand dam, d'ailleurs, de débats qui ont été faits, et je trouve qu'à ce moment-là, on joue au rond-point. Et le rond-point aurait pu dire, bon, vu que ça fait autant de débats, tiens, on pourrait en profiter pour faire une table ronde, on pourrait en profiter pour discuter, tiens, qu'en est-il, qu'est-ce que la liberté d'expression? Mais on n'a joué qu'un jour et il n'y a eu aucun geste, aucun mouvement de la part du théâtre pour faire avancer le débat, ce que j'ai trouvé particulièrement dommage. Est-ce que ça vous a étonné, choqué? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre pratique de l'art scénique? Est-ce que ça a été un tournant de votre vie artistique? De ma vie à moi, pas tant que ça, parce que moi j'étais juste comédien dans le spectacle. Après, pour le spectacle, ça l'a très très fort politisé, effectivement. Et quand on rentrait sur scène, les gens applaudissaient comme si on venait jouer un spectacle à Tel Aviv. Enfin, je ne sais pas, c'était vraiment étrange. Et donc c'était assez désagréable parce que les gens attendaient des répliques qui allaient faire mouche et bien vu, bien vu. Et donc ça a joué complètement contre le spectacle, qui n'a plus du tout tourné en France parce qu'aucun directeur de maison n'a pris le risque. Et après ça, on en parlait avant, on a voulu aller jouer en Pologne, et en Pologne, l'État nous a clairement déconseillé de venir jouer en disant, écoutez, voilà, oui, la Pologne, on sera même du côté des manifestants avec la police, et on n'hésitera pas à vous caillasser. Enfin, c'était vraiment un danger de mort d'aller jouer en Pologne. Donc là, le schisme n'est pas vraiment opéré en tant que tel. Mais après... En théâtre, il n'y a pas tant de... Je pense que c'est plus en cinéma que ça pose problème pour l'instant qu'en théâtre, parce que le théâtre a toujours été un endroit où finalement, c'est pas pour une niche, mais les gens qui vont dans tel théâtre savent à peu près ce qu'ils vont voir. Même à Bruxelles, quand on va aux Poches, on sait à peu près quel genre de spectacle on va voir. On sait que c'est pas les mêmes qu'on va voir au parc, par exemple. Enfin, voilà, il y a quand même un choix. Mais en cinéma, je pense que de nos jours, il y a beaucoup plus, surtout après Weinstein, après MeToo. Là, je suis pour l'instant en train d'écrire un long métrage de quelqu'un qui tombe amoureux d'une ado. J'ai déjà eu un peu toutes sortes de grandes Cassandres qui m'ont dit ça n'ira jamais, oh là là, abandonne tout de suite, tu pars au casse-pipe, on ne peut plus, c'est plus possible après le MeToo parler de ça. Et donc c'est assez intéressant de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en parler maintenant? Pourquoi est-ce que précisément... Non, il y a déjà eu Lolita, il y a déjà eu American Beauty. Vous pensez qu'on ne peut plus dire tout ce qu'on veut, comme certains... Je pense que ça devient compliqué, et les réseaux sociaux, pour parler d'eux, moi je m'amuse un peu à jouer le con sur Facebook, à publier des choses un peu dangereuses. Très régulièrement, je me fais virer de Facebook sans autre forme de procès, pendant un mois où j'ai plus droit à rien du tout. Je ne peux plus aller sur Messenger, je ne peux plus rien faire. Et c'est même bloqué, quoi. Quand j'introduis une requête, c'est bloqué, ma requête n'aboutit plus à rien. Donc à un moment donné, il y a une censure qui s'opère sur Facebook, et qui est ou par les algorithmes, qui, dès qu'ils voient passer une bite ou n'importe quoi, automatiquement bloquent tout de suite, c'est interdit. Essayer de mettre l'origine du monde de Courbet, ça passe pas, il n'y a rien à faire. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui, en effet, sous couvert de l'anonymat, me balancent en disant c'est dégueulasse, on n'a pas le droit, tiens. Et les dernières fois que je me suis fait balancer, c'était pour des histoires qui étaient vraiment absolument pas vulgaires, qui étaient juste, qui dérangeaient le bon sens, quoi. Et donc c'est toujours la question qui est compliquée, en tant qu'artiste, de se dire, voilà, jusqu'où est-ce que j'utilise le système de Facebook ou le système, Instagram est d'entrée de jeu beaucoup plus policé. Enfin, c'est déjà un peu l'église, quoi, presque. De facto, il n'y a même pas de débat possible. Mais c'est toujours l'endroit de se dire, tiens, en termes de quoi est-ce que je fais quand même le cheval de Troie et je rentre dedans, et à l'intérieur de ça, j'essaie de discuter, ou je dis,
délibérément, un petit peu comme on l'a dit tout à l'heure, je quitte tout et j'arrête tout, et en disant, alors à ce moment-là, qui est-ce qu'on laisse gagner, quoi. Le problème, est-ce que vous sentez dans la jeune génération de comédiens ou dans votre métier, justement, de l'autocensure ou de la méfiance par rapport à une censure quelconque? Je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui attaquent, en fait, même au niveau des humoristes, sans aller devoir les chercher dans le passé, mais je veux dire, si on prend l'époque de Proche, Coluche, voilà, qui est quand même pas si loin que ça, on voit maintenant que la plupart des humoristes n'osent plus du tout faire du politiquement incorrect, quoi. Il y a que les personnes de couleur qui osent faire des blagues sur les blagues ou sur les juifs. Le sketch de l'Africain par Michel Leb. Voilà, après, heureusement qu'on ne fait plus le sketch de l'Africain. On ne dit pas que c'était déjà drôle à l'époque, mais enfin bon, donc, ça passe voilà, plus du tout. Heureusement qu'il n'y a plus la Zoubida, heureusement que toute cette espèce de fange sous-culturelle n'existe plus. Mais je veux dire, par contre, à côté de ça, il n'y a personne qui ose le débat, et le dernier qui l'a fait, c'est Dieudonné, avec les pros et les contras, mais on a vu ce que ça a donné, avec un bashing énorme, et enfin, la question de l'homme et de l'artiste qui, évidemment, arrive au centre du débat, parce que, voilà, Dieudonné est discutable, le parrain, Le Pen, etc. Et je pense que les gens, il y a une énorme autocensure de la part des artistes. Enfin, voilà, il n'y a que Blanche Gardin qui ose parce qu'elle est femme, il n'y a qu'un tel qui ose parce que... Et c'est chaque fois... telle communauté, en fait. Voilà, c'est sous couvert d'être noir, d'être femme, d'être nain, d'être... Enfin, voilà, on est obligé d'avoir un alibi. Il nous reste... Étienne. Oui, pardon. C'est parce que je ne suis pas sûr que ce soit parce que les gens sont attaqués sur les réseaux sociaux et tout. Le problème, c'est que si ils passent un peu à côté ou ils sont un peu plus durs, ils ne seront pas pris, on ne prendra plus leur spectacle. Donc tout ça, c'est l'argent qui est... Le nerf de la guerre, c'est tout est géré par l'argent. C'est pas parce que les gens sont choqués et réagissent ils n'ont plus peur des balles et des attentats. Non, c'est ça. C'est beaucoup plus. Bon, mais je ne serais pas pris dans tel théâtre, je serais pas pris dans. C'est la même chose pour le dessin, c'est la même chose pour tout. Pourtant, on va conclure. Il reste 1 minute environ avec Pierre Arnaud. Pourtant, légalement, la liberté d'expression chez nous, elle est totale. Et des lois nous permettent de contrer tous ceux qui voudraient censurer. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui en Europe? Elle n'est pas totale. Hein. Elle est très protégée, mais elle n'est pas totale. On ne peut pas s'injurier publiquement, on ne peut pas diffamer quelqu'un, on ne peut pas tenir des propos négationnistes. Donc il y a quand même une série de limites à la liberté d'expression et qui sont normales, qui peuvent être débattues, mais qui font partie d'une sorte de barrière, de protection hygiénique du vivre ensemble au sein d'une même société, je dirais. Mais dans ce cadre-là, oui, on peut encore dire beaucoup de choses, quoi, c'est certain. Un dernier mot, le mot de la fin. Cécile, votre métier, vous le voyez comment? Mais moi, je dirais que c'est tout de même très amusant de se dire que nous utilisons des crayons, mais nous marchons sur un champ de mines. L'image est belle. Ça, c'est un beau mot de la fin. Merci, Cécile. Peut-être rappeler le livre, l'essai de Pierre Arnaud Perouty aux éditions Liberté, j'écris ton nom, libre de dire. Et également le numéro de ce mois-ci, janvier 2020, de Espace de Liberté. Sommes-nous encore Charlie? Merci à vous d'avoir été là. Bonne continuation dans votre art et dans la pratique de votre art, sans censure, je l'espère. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à tous.